entre les lieux qui préparent au diplôme supérieur national d'expression plastique. C'est une conception pavillonnaire, de façon à ce que les gens ne souffrent pas de la promiscuité qu'ils avaient connue dans l'ancien bâtiment, où on ouvrait une porte, on était un atelier à côté, où on s'envoyait des seaux d'eau à travers la figure. Ça aussi, c'était peut-être un reliquat d'un certain passé traditionnel qui faisait que les écoles d'art n'étaient jamais prises au sérieux, alors qu'il se passe des tas de choses très sérieuses dans les écoles d'art. De ce qui s'y apprend. Art, communication, L'environnement, architecture. De l'influence bénéfique ou néfaste d'un maître sur ses élèves. Le fait que l'enseignement se fasse à Lumini entre plusieurs têtes, c'est-à-dire il n'y a pas un professeur ou un leader ou un meneur. Donc il y a plusieurs paroles qui se donnent, plusieurs indications de cheminement possible, et je crois que c'est très bien comme ça. C'est pas par laxisme que nous voulons que l'enseignement soit libre. C'est que nous voulons que les gens soient responsables de l'organisation de leurs études et de leur temps, dans un cadre, bien sûr, qui a été déterminé, parce qu'il faut quand même que les élèves aient une rampe sur laquelle ils peuvent s'appuyer. Comment résoudre la difficulté d'un enseignement de l'art? L'école a la chance d'offrir un matériel assez considérable. Mais il y a premièrement un problème de cloisonnement entre les différentes sortes d'enseignement. L'archi, les arts plastiques, la communication, l'environnement, on n'a aucun rapport entre nous, jamais. Ensuite, on est complètement coupé de la vie de Marseille, de la vie pratique, de ce qu'on peut faire par rapport aux gens. Ensuite, on ne se pose pas du tout le problème, il n'est pas posé de la finalité et des études et du diplôme. Ça, à mon avis, c'est très important. Voilà. Sinon, l'enseignement, il est comme chacun le prend, il est bien. On peut toujours faire ce qu'on a fait autrefois, c'est-à-dire où il y avait un maître, des élèves, il y avait des modèles, les gens faisaient exactement la même chose dans un atelier, ils apprenaient une certaine manière de faire. Actuellement, le problème n'est plus là. C'est un problème de création qui correspond à notre XXe siècle, à cette fin de XXe siècle. Ça ne s'enseigne pas, ça se communique, le feu sacré, mais ça ne s'enseigne pas. Il y a des confrontations, des échanges qui se font dans un lieu, parce que c'est nécessaire qu'il y ait une émulation, qu'il y ait des échanges d'idées, et la solitude étant la mort de chacun. Mais l'école telle qu'on l'entendait au XVIIIe et au XIXe ne peut plus exister. Il y a tellement d'échanges possibles qu'il est normal qu'on envisage l'école d'une autre manière, avec chacun apportant sa pierre à l'édifice et se recherchant soi-même. Une toile d'Orgone, je crois, qui est un David qui vient de couper la tête de Goliath, où il y a un bras comme ça, et je crois qu'on a besoin d'animateurs, on n'a plus besoin de maître absolu ni de mandarin. qui traite de la grande misère de l'artiste dans le monde moderne. C'est une question grave, parce que si la question se pose fortement, c'est que les choses vont mal. Contribuer à la formation de personnalités de cette nature, c'est favoriser les événements culturels en face, ou je crois en face c'est un bon terme, en face des événements et des phénomènes de civilisation dont on dit qu'ils sont extrêmement prégnants et souvent mauvais. Le monde moderne, c'est un monde fait de lois, alors qu'en général, sans tomber dans une idée 19e, l'artiste est un peu de l'ordre du fou. Hein. C'est-à-dire que votre question implique une autre question, une école et des débouchés. Débouchés, il n'y en a pas, pour ainsi dire. Il y a cette folie du jeune créateur qui va s'appliquer au monde, qui va essayer ou de le pervertir, ou
de l'encenser, mais des gens impliqués dans ce monde, et non pas le monde qui leur sert à trouver des débouchés ou une situation. Ça, je ne crois pas. De l'importance de l'audiovisuel dans la vie moderne et de son enseignement. On a fait une étude pour la couverture d'un magazine. On a pris un article dans le magazine. On a choisi certains éléments dans l'article. Et cela était un article sur les États-Unis et leur positionnement. Et après ça, on a choisi les éléments qui pouvaient être une illustration pour la couverture. Nous abordons une phase de communication où l'image a pris une importance considérable. Et la vocation du département de communication visuelle de l'école d'art et d'architecture est justement d'apporter aux étudiants des connaissances leur permettant d'évoluer dans la pratique professionnelle de communication visuelle, c'est-à-dire la conception de messages visuels destinés à l'information, la publicité, la propagande, l'édition, etc. Le département enseigne bien sûr la conception d'une image graphique, la conception, la mise en page de texte, et a une préférence marquée pour la formation de photographes, c'est-à-dire de concepteurs photographes. Nous ne formons pas des photographes à finalité professionnelle et nous ne formons pas des photographes, disons le mot, bien que je l'aime pas, artistique. C'est-à-dire que nous formons des photographes qui sont capables d'utiliser, de privilégier la photographie comme moyen de communication. Et il y a une chose qui me semble très importante, c'est de dire que la photographie, nous l'entendons au sens large, c'est-à-dire que nous allons du montage multi-écran diapo jusqu'à la vidéo légère. Nous donnons une formation qui ne se veut pas figée. Ce que nous voulons, c'est former des plasticiens qui interviennent dans l'environnement. Alors, nous avons orienté nos préoccupations et nos études vers le paysage dit urbain ou naturel. Alors, ce que nous attendons d'un plasticien de l'environnement, c'est qu'il intervienne dans le domaine sensible, c'est-à-dire le domaine à la limite des odeurs, le domaine des matières, des textures, etc. Nous avons par exemple une étudiante en particulier qui travaille sur le traitement des sols dans des places dites villageoises qui ont été englobées par l'agglomération marseillaise. Nous avons une autre étudiante qui travaille sur l'utilisation de la pierre dans un lotissement à Cassis. Vous avez aussi une étudiante qui travaille sur l'aménagement d'une promenade sur le Vieux-Port. Nous avons un étudiant qui vient de Côte d'Ivoire et qui va faire un travail de protection solaire, mais toujours dans une optique dite sensible, à savoir le problème des ombres, des textures, etc. Qui traite de l'importance de la recherche dans une école d'architecture. Il se passe quelque chose. L'enseignant-chercheur joue un rôle de plus en plus d'assistance-conseil auprès des autres étudiants et également des professionnels. Et c'est pour nous quelque chose d'extrêmement important aujourd'hui. Il existe plusieurs unités de recherche et celle que nous pratiquons au groupe ABC concerne l'adaptation climatique de l'architecture. Et de ce fait, on peut créer des méthodes d'approche et des outils de simulation qui permettent de contrôler le projet d'architecture. Il existe plusieurs outils graphiques. En voici un qui consiste à simuler l'ensoleillement sur une maquette. C'est un outil qui est largement utilisé par les étudiants. Et on fait, grâce à un cadran solaire qui représente les ombres portées sur ce cadran, on a une lecture directe, par exemple 10 heures du matin, le 21 mars. On voit sur cette maquette que l'espace ensoleillé est sur plus de la moitié de la cour intérieure. Où se pose le choix difficile de l'architecte, Créateur ou technicien. On a dit que les architectes étaient
des scientifiques, que les architectes et les techniciens, que ceci, cela. C'est possible, mais ce sont des créateurs. Enfin, ils ne sont peut-être pas tous des créateurs, mais il faut qu'il y ait des créateurs. Et ce sont des créateurs plasticiens également, au même titre que les autres. Si c'est pour construire simplement des habitations comme cela a été fait, il est bien certain que le rôle de l'architecte n'est peut-être pas aussi nécessaire qu'il l'a été par le passé, mais il y a d'autres besoins que cela. Et cela dit, je crois beaucoup à l'intelligence, à la création d'un architecte qui pourrait faire des logements peut-être plus adaptés aux besoins actuels de la population. De l'architecture dans la vie et ses réalisations Concrète à l'école. L'architecture étant en crise et les problèmes n'étant pas posés, les commandes publiques et les commandes privées étant mal distribuées, on a un problème c'est sûr, et bon, c'est une petite angoisse quand on sort de l'école, on ne sait pas vers quoi on va et vers quoi on tend. On a une cassure très nette entre la vie que l'on a en tant qu'étudiant et ensuite la vie dans la profession, c'est très très difficile. Qu'on ne forme pas des professionnels au sens strict, c'est pas une école d'apprentissage. Le meilleur apprentissage, c'est le métier, et ça, ils l'apprendront en le faisant. Et nous essayons constamment, par des stages, par des antennes, par un certain nombre d'actions, nous essayons d'avoir des relations avec l'extérieur, et nous avons des projets pédagogiques de relations avec l'extérieur qui ne sont pas toujours faciles à réaliser, pour beaucoup de raisons, et notamment parce que ce n'est pas l'habitude de l'université française, en général, de travailler avec les professionnels. Elle est extrêmement théorique, pratiquement dans tous les domaines. De l'aventure d'un artiste qui devient directeur d'une école des beaux-arts. Je suis peut-être un peu innocent, vous savez, tout peintre, tout créateur est un peu naïf et innocent. Alors il y a peut-être cette part d'innocence qui m'a permis d'aller, mais d'assumer pleinement cette responsabilité. Et je le fais très volontiers, parce que justement, comme vous le disiez, il y a une équipe, j'ai la chance d'avoir des collaborateurs de premier ordre. Et, alors comme toujours, il y a des individus qui se sentent moins bien. C'est normal, on essaie de les aider, puis s'ils veulent s'en aller, ils s'en vont. C'est ça aussi la liberté, c'est celle du choix.